et je tombe sur cette infirmière qui me dit ah bonjour, je me souviens de vous. Elle me dit oui, vous avez transporté mon mari qui a fait une dissection et vous lui avez sauvé la vie. Bonjour Edouard et bienvenue chez Fly High. C'est vraiment un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Salut Carole. Euh, tu, tu es pilote hélicoptère au SAMU aujourd'hui à Paris, c'est ça? Exactement, à Dreux pour être plus précis. À Dreux, d'accord. Pardon, dans l'heure. Alors nous, on s'est croisés plusieurs fois dans nos différents parcours et je t'ai toujours connu comme un vrai passionné. Euh, Peux-tu nous raconter d'où vient cette passion? Pourquoi tu es devenu pilote hélicoptère et ton parcours de carrière après? Ouais, alors en fait, ça va paraître un peu pas très cartésien ce que je vais dire, mais je pense que j'ai pas choisi. Je pense que j'étais fait pour ça et j'ai toujours souhaité faire ça. Je dis un truc qui est pas vrai. Je dis que le premier mot que j'ai dit, c'était avion quand j'étais bébé. Bon, c'est pas vrai, mais j'aime bien le dire parce que je suis tellement passionné d'aéronautique que j'aurais aimé que ce soit vrai. Euh, j'ai toujours voulu être pilote et j'y suis arrivé par des moyens détournés, à savoir que j'ai eu, je vais dire, trois vies. Une première vie où j'étais dans l'audiovisuel, et j'étais dans l'audiovisuel parce que je voulais être réalisateur, parce que pour moi, un réalisateur, c'était un peu comme un commandant de bord d'un liner, d'un long courrier, enfin d'un avion de ligne. Et il avait des écrans, des boutons partout, c'était un vrai pilote. Et en fait, j'ai eu une opportunité un jour où je réalisais un journal sur LCI. J'avais un assistant qui lisait un manuel de pilote privé avion, et je lui dis, tu lis quoi? Il me dit, bah, je vais piloter les petits avions. Et je savais même pas que c'était possible. Je savais pas qu'on pouvait piloter des avions. Donc je lui ai piqué son manuel, je l'ai lu en 2 jours, et je crois que 4 mois plus tard, j'étais pilote privé avion. Donc j'ai commencé par piloter des petits avions, des Cessna 152, des DR400 à Saint-Cyr-l'École. Et quand j'ai rencontré mon ex-femme, elle s'est lancée dans une carrière aéronautique et on s'est piqué au jeu ensemble en fait. C'est-à-dire qu'on a été à Toussus-le-Noble, qui est une très belle plateforme. On a été dans une entreprise qui n'existe plus, qui s'appelait Elidan. On est tombé sur quelqu'un qui a dit alors ne faites pas d'hélicoptère, c'est dangereux, vous n'y arriverez pas, c'est interdit aux femmes et c'est pas possible. Et du coup, elle s'est dit bah, c'est pour moi, c'est parfait. Et j'ai vu ma nana qui était en train de devenir pilote d'hélicoptère alors que je pilotais des DR400. Et en fait, plus sérieusement, on est parti dans cette voie ensemble. On a créé une entreprise qui a duré pendant 17 ans qui s'appelait Heli Horizon, qui a commencé avec un fax et 1000 euros de capital pour en faire une belle compagnie aérienne. Et durant ces 17 ans d'Heli Horizon, j'ai vécu de très très belles aventures. Alors Euh, avec Ellie Horizon, vous faisiez quel type de prestations? alors au début, avec avant d'aller chez Heli Horizon, on a eu la chance d'arriver chez un monsieur qui s'appelait Richard Fenwick. Euh, C'est-à-dire que, en fait, pour reprendre les choses depuis le début, pardon, pour être pilote d'hélicoptère à l'époque, c'est très très difficile. C'est encore plus difficile qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait que des militaires. Les formations étaient vraiment très très coûteuses. C'était 300 000 francs à l'époque. Et avec ce qu'on appelait à l'époque un PPH, pilote professionnel hélicoptère, vous étiez chômeur juste avec le droit de rembourser un crédit. Ce qui était quand même très compliqué. Et donc avec Laure, on a commencé par passer notre visite médicale de classe 1 qu'on a eue. Après, on a passé notre théorique qu'on a eu tous les deux du premier coup parce qu'on avait travaillé très dur pour ça. Et après, on s'est endetté pour devenir pilote professionnel et on est devenu pilote professionnel. On avait une fois notre brevet de pilote pro en poche, on pouvait rien faire. Sauf qu'on a eu une opportunité chez un monsieur qui est décédé, mais qui était un homme incroyable, qui s'appelait Richard Fenwick. Richard Fenwick, les gens l'ont un peu oublié, mais c'est le premier homme à avoir importé des Robinson hélicoptères en France. C'est la première personne à voler sur Robinson en France. Et il a donné sa chance à de nombreux pilotes qui sont toujours en activité aujourd'hui. Et j'ai commencé chez Richard en faisant du radio-guidage. C'est-à-dire que je survolais les autoroutes. Il n'y avait pas Waze à l'époque. Donc, du coup, on faisait des points route en direct à la radio sur Robinson R22. C'était fou. On passait vertical la défense en R22 en faisant du radio-guidage. Enfin, c'était une très, très belle époque. Et parallèlement à ça, Laure gérait le planning de Fenwick Helicopter et les opérations. Donc du coup, Richard, c'était un homme qui avait plein d'idées, donc on faisait plein de choses en Robinson. Ça m'a permis de monter rapidement 500 heures de Robinson à peu près en l'espace de 1 an, ce qui était bien pour un jeune pilote, hein, surtout à Paris.
Et j'ai commencé donc ma carrière à l'héliport de Paris chez Richard Fenwick. Ça, c'était super. Et là, c'est un moment, sa boîte s'est portée moins bien. Il a été obligé de se séparer de nous. D'ailleurs, il a fermé sa boîte. Et on s'est retrouvé avec Laure dans un restaurant japonais avec un verre de saké en trop. Et on a dit, on n'a qu'à créer une compagnie aérienne, on va l'appeler Helio Horizon et ce sera super. Sauf que le lendemain, j'allais déposer les statuts et le nom à l'INPI. Et on s'est lancé là-dedans avec, comme je le disais, 1 000 € de capital et un fax. C'était fou. Au moment où je crée cette boîte, j'ai un copain qui cartonne en informatique qui me dit Edouard, il y a un truc qui est génial, ça s'appelle Google. Et j'ai regardé, les gens dans ton secteur d'activité n'y sont pas du tout. Si tu te mets là-dessus, tu seras le premier à être sur Google. Alors j'ai créé moi-même un petit site internet en Flash pour Heli Horizon. Heli Horizon parce que Heli pour hélicoptère et Horizon parce que je trouvais ça important de voir loin devant soi. Donc j'ai créé mon petit site en Flash. Grâce à mon pote Patrick, on l'a référencé sur Google. Et 2 jours après, j'avais la communauté de communes de Saint-Quentin en Yvelines qui m'appelait pour 40 heures de prise de vue sur Saint-Quentin. Donc c'était fou. Donc on a commencé, pour répondre à ta question initiale, en faisant essentiellement de la prise de vue pour 2 raisons. Moi, je venais de l'image, de l'audiovisuel, donc j'avais un background là-dessus. Laure adorait la photo. Et du coup, on a commencé en faisant que de la prise de vue. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'hélicoptère, on les louait à Saint-Cyr-l'École, dans une boîte qui s'appelait JDE Aéro. On louait à Jean-Luc Devers, un copain, c'est Robinson, et puis il nous trouvait mignons, donc il nous les louait pas cher, c'était sympa. Et nous, on faisait des très très gros mailings, on envoyait parfois jusqu'à 4 000 lettres manuscrites aux communes pour photographier les communes, les villes, les villages. C'était avant l'arrivée de Google Earth. Et du coup, je faisais le tour des villes avec ma petite voiture. Et on prenait des cartes et avec les élus locaux, on disait ouais, il voudrait bien une photo de ça, une photo de ça, une photo de ça. Donc il y avait 1 ou 2 mois de repérage. Puis après, on partait avec un Robinson. Laure faisait les photos avec un appareil qu'on avait loué à la Fnac. Et, et moi, j'ai monté mes heures comme ça. Euh, Pardon. Progressivement, la réglementation a évolué, tout a évolué, et pour avancer, j'ai été obligé de devenir instructeur, et puis ça me plaisait bien de faire de l'instruction. Euh, et j'ai aussi eu un monsieur qui s'appelait Bernard Segui, qui m'a fait confiance en me mettant en exploitation son EC120. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, des EC120, il y en avait 4 en France seulement. Donc j'étais un des premiers à piloter le Colibri. Et du coup, pour une jeune boîte, avoir un EC120 en exploitation, c'était fou. En plus, Richard Fenwick m'avait payé ma qualification. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, une qualification, tu faisais 2 heures de vol, on te filait un bout de papier et puis démerde-toi. Alors, c'était un peu. Mon premier vol en EC120, c'était un peu compliqué, mais ça s'est bien passé toujours. Et de fil en aiguille, je suis devenu instructeur. Et dans ce process-là, j'ai eu des rencontres, j'ai eu de très belles rencontres avec des gens qui ont cru en moi, qui avaient beaucoup de moyens, notamment un monsieur qui s'appelle Philippe, qui nous a fait confiance, qui nous a acheté beaucoup d'hélicoptères. En fait, il a acheté des hélicoptères pour qu'on les fasse tourner, et on s'est rapidement retrouvés. Enfin, dans les derniers temps, on avait 2 Robinson R22, 3 Robinson R44, mon EC120 et 2 écureuils, plus un 135 en exploitation. Eh ben, On a créé un ATO, mais en fait, au début, on a créé un FTO, et puis la réglementation a évolué, c'est devenu ATO. On voulait être OPS 3, et puis rapidement, c'est devenu l'EROPS. Enfin, dès qu'on passait un step, la réglementation évoluait, mais on avait beaucoup, beaucoup de volonté. Et du coup, j'ai organisé aussi des beaux voyages. On partait à l'étranger, je suis allé au Cap Nord, en Italie. En fait, j'ai fait toute l'Europe en hélicoptère. Et vraiment, c'était une très, très belle histoire. Dans cette histoire, je me suis un peu lié à Mont-Blanc Hélicoptère parce qu'on m'a conseillé de faire la maintenance de mes aéronefs à turbine chez eux, ce que j'ai fait. Et, euh, et j'étais un peu charmé par MBH parce qu'il m'avait donné un peu le goût il y a très longtemps aussi. Quand je les voyais voler en montagne, à Avoria, à Megève, je me suis dit, waouh, si un jour je peux faire ça, ce serait fou. Donc j'ai monté un petit partenariat avec eux qui s'est terminé au moment où je leur ai vendu ma compagnie 2 ans avant le Covid. Alors j'ai eu un peu de chance, parce que c'était une période difficile, mais 2 ans avant le Covid, j'ai vendu ma compagnie Enfin, nous avons vendu notre compagnie à Mont-Blanc, où je me suis fait embaucher comme responsable de la base de Paris et Toussul-Noble. Et j'ai bossé avec eux pendant 4 ans avant de les quitter. Alors chez MBH, j'ai vécu des trucs super, hein. Le Tour de France, je dénigre pas du tout mon expérience chez Mont-Blanc Hélicoptère. Les gens ont souvent tendance à dénigrer certaines de leurs expériences. Moi, je regrette rien du tout de chez MBH et j'y ai passé de très très bons moments. Ça m'a permis de voir qu'il y avait un autre monde, le monde de la montagne,
le travail aérien à un autre niveau que celui que je faisais, avec du levage, avec de la prise de vue. J'ai rencontré des gens formidables et vraiment, je garde un très très bon souvenir. Mais j'ai toujours voulu faire du SAMU, c'était un truc que j'avais en moi. Et progressivement, j'ai demandé à Montblanc si je pouvais faire du SAMU chez eux, puis ils n'avaient pas d'opportunité, ils n'y tenaient pas trop. Et, euh, et du coup, j'ai envoyé un CV chez Babcock qui, eux, m'ont proposé un job pour faire des CDD en remplacement à Périgueux, Bordeaux et Saint-Malo, ce qui m'allait pas du tout parce que je voulais pas quitter mon poste de chef de base chez MBH où j'étais très bien pour ça. Et un jour, je suis parti en Normandie, j'avais pas trop la pêche, et en revenant de Normandie, dans une station-service, alors je faisais le plein, faut pas répondre au téléphone, mais j'ai quand même répondu au téléphone, et Christophe Moron, le directeur général de Babcock France, m'a dit bonjour, écoutez, on a réfléchi, il y a pas mal de monde en liste, mais on vous propose un poste en CDI sur la base de Dreux avec une qualification H145 D3. Et alors là, comment dire, c'est un peu comme quand vous regardez les numéros du loto, et puis vous voyez qu'ils sortent tous dans l'ordre. Alors je Ouais. croyais à peine, et j'ai fait une mauvaise blague, mais nulle. J'ai dit oui, je vous donne une réponse en 5, 4, 3. Enfin, je me rendais même pas compte. J'étais complètement tremblotant. Et je lui ai dit oui, bien sûr. Il m'a dit il faudra vous rendre disponible. Et je lui ai dit vous pouvez me faire confiance, je suis quelqu'un d'engagement. Quand je dis oui, c'est oui, je me rendrai disponible. Et je suis descendu au Canet pour commencer enfin, ma formation de pilote SMUH. Et c'était extraordinaire. Après, le SAMU, on pourra en parler si tu veux. Voilà un peu mon parcours, hein. Voilà. D'accord. Donc, juste pour ceux qui ne savent pas, pour être pilote SAMU, il faut une certaine expérience. On ne peut pas juste devenir pilote pro et postuler pour être en SAMU. C'est... Alors, pour être pilote, il y a des minima dans les différents annexes des entreprises. Chez Babcock, ils demandent que le pilote ait minimum 2000 heures de vol et qu'il ait de mémoire 125 heures de nuit. L'avantage, c'est qu'en ayant été instructeur, j'avais monté beaucoup d'heures. Je faisais du 135 chez Montblanc Hélicoptère pour des missions plus ou moins intéressantes, mais je faisais pas mal de 135 quand même. J'étais instructeur de nuit aussi. Donc en fait, je répondais aux minima de la compagnie Babcock. Et ouais, pour être pilote SAMU, faut un peu d'expérience. Voilà. Parfait. Alors, une journée typique pour toi. Une journée typique. Alors en fait, une journée ou une nuit typique parce que, Les deux, en si c'est fait, différent. les SAMU, je connais, je pense que c'est un peu partout pareil en France. Il y a trois compagnies qui sont Babcock, MBH et le SAF. On a des SAMU qui sont les SAMU en fait sont attribués à des régions et à des hôpitaux qui ont des rythmes horaires qui varient. C'est-à-dire qu'il y a des SAMU qui sont H12, exemple 8h, 20h. Il y a des SAMU qui sont H14. Il y a des SAMU qui sont H24 avec 8h, 20h, 20h, 8h. Donc on va partir, si tu veux bien. Et alors il y a des SAMU qui sont saisonniers aussi, c'est-à-dire qu'il y a des SAMU qui sont H12 toute l'année, sauf en période estivale où ils peuvent passer H24, ce qui est notre cas. Le planning typique d'un pilote, on va dire en H12, ce qui est notre cas régulièrement, on se lève, alors moi je me lève le matin assez tôt, je suis plutôt matinal, on se prépare, on s'habille, et avant la prise de service, on prend un petit déj bien sûr, avant la prise de service, on va faire les essentiels, ce que j'appelle les essentiels, c'est-à-dire météo, NOTAM, check SUPA IP, on vérifie que tout est prêt pour qu'on puisse voler aujourd'hui. Parce qu'au SAMU, les vols, on peut les accepter, on peut les refuser aussi. Les gens pensent souvent que le pilote SMUH, il vole tout le temps, non-stop, pas du tout. On a des minima qui sont assez stricts et qu'on doit de respecter. Donc, avant de prendre sa prise de service, on regarde les NOTAM, la météo, les SUPA IP, et voilà. Moi, je passe toujours en régulation pour prendre un café, pour dire bonjour à l'équipe, les médecins, les ARM, les infirmiers, les ambulanciers, les aides-soignants. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le SAMU, c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est une des parties qui rend le métier passionnant. Donc déjà, tu veux savoir avec qui tu bosses, tu donnes un peu la tendance. Bah, aujourd'hui, la météo est correcte, on va pouvoir voler. Et voilà, donc tu fais ton petit briefing avec l'équipe médicale. Et en plus, les SAMU varient un peu. C'est-à-dire que nous, à Dreux, on a un SAMU qui est très, très familial. On se connaît tous, on s'appelle par nos prénoms, on mange ensemble, c'est vraiment un SAMU familial qui est et c'est très, très agréable. Donc on fait moi je fais ce petit bonjour matinal où tout va bien.
Et puis, il y a le mécanicien qui, pendant ce temps-là, parce qu'on a un mécano, on a de la chance, on a un mécano qui est attribué à notre base. Le mécano, lui, il fait la visite journalière. Il fait le tour du 145 sur la plateforme pour vérifier que la machine est en parfait état de vol, qu'on a du potentiel pour la journée, tout va bien. On s'est vu avec l'assistant de vol aussi, parce que chez Babcock, on a un process qu'on appelle le risk assessment. Euh, Pas le risk assessment, excuse-moi. On a, je ne sais plus comment ça s'appelle, on se fait un briefing grâce à un logiciel où on vérifie si on est en forme, si on a bien dormi, si la machine est en état, qui tient compte de la météo. En fait, c'est une espèce de petite synthèse de différents paramètres qui dit ok, c'est bon, tout va bien, tous les voyants sont en vert, vous pouvez aller voler. Ou alors les voyants sont rouges et il ne faut pas voler aujourd'hui. On pourrait imaginer une mauvaise météo, un TCM qui a de gros problèmes familiaux et un pilote qui prend des médicaments, c'est inconcevable de part. Enfin voilà, c'est un espèce de petit check forme pilote et assistant de vol. Une fois qu'on a fait tout ça, on retourne à son bureau et on attend. Alors c'est un peu surprenant parce qu'on attend, mais parfois on n'attend pas beaucoup et parfois on attend beaucoup. Même parfois on attend toute la journée. C'est assez rare, c'est très rare, il ne se passe rien. Et parfois on quitte la régule pour aller dans son bureau et le téléphone de garde sonne et on doit repartir dans la foulée pour effectuer deux types de missions. Si ça t'intéresse, on fait Bien ou sûr. des vols primaires ou des vols secondaires. Alors, si on t'appelle pour un secondaire, on te demande par exemple la régulation, message type ah, rebonjour Edouard, on a un patient qu'on doit récupérer à l'hôpital de Chartres pour le transférer à l'hôpital je sais pas moi, de la Riboisière ou de la Salpêtrière par exemple. Est-ce que ça vole? Alors, tu avais déjà dit que ça volait, mais ils ont l'obligation de te demander si tu acceptes la mission. Tu dis oui. Tu préviens immédiatement ton TCM. Et là, nous, on monte en régulation et j'ai un petit ordinateur qui permet de peaufiner le vol. À savoir, on fait un PVE, un plan de vol d'exploitation, où on tient compte du poids du médecin, du poids de l'infirmier, du poids du patient, du trajet, du carburant. Donc, on a un petit check, on a un ordre de mission. Donc, on a le plan de vol d'exploitation plus le bon de mission. On monte à l'hélicoptère avec l'équipe et on décolle chercher pour débuter la mission. Euh, Ça, c'est ce qu'on appelle les vols secondaires. Donc, on va chercher notre patient, par exemple, à Chartres, on le dépose à Paris, on rentre. C'est pas très compliqué. C'est juste un peu impressionnant au début parce que se poser sur le toit d'un immeuble, quand tu l'as jamais fait au début, je me souviens très bien lors de mon adaptation, je dis à mon chef de base, je dis, tu sais, je me suis jamais posé sur le toit d'un immeuble. Il me regarde, il me dit, ah bon? Je dis, bah ouais, j'ai jamais eu l'occasion dans ma carrière, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et le soir, on refait un vol de nuit ensemble. Et puis je le vois, je dis, tu sais, je me suis jamais posé de nuit sur le toit d'immeuble. Il me fait, ah bon? Je dis, oui, non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc au début, ça peut être un petit peu impressionnant même pour un pilote expérimenté d'aller se poser en zone urbaine alors qu'habituellement on est habitué à les éviter. Donc là, on se pose sur le toit des immeubles, les hôpitaux en terrasse, c'est assez rigolo. Donc on transfère le patient et puis après on rentre à la base en attendant on fait un débriefing, on rentre tous les paramètres dans un ordinateur, comment s'est passée la mission. Et après, ça, c'est les vols secondaires. Après, on a les vols primaires, ce que les pilotes préfèrent le plus. C'est que là, on va intervenir directement pour emmener une équipe de SAMU au plus près d'un patient pour qu'il soit secouru. Et alors là, ce qui est sympa, c'est on peut se poser entre guillemets un petit peu n'importe où. Il m'arrive de me poser sur des autoroutes, au plein cœur d'un village. Je pars du principe que le but, en respectant le Manex, hein, toujours, le but, c'est d'être le plus opérationnel. Donc, on doit se poser au plus près de la victime pour qu'elle soit secourue, puis transférée le plus rapidement possible. Et c'est absolument génial parce que ça nous ramène dans quelque chose que j'aimais beaucoup philosophiquement au sein de l'hélicoptère, c'était la liberté. Mais je pensais pas qu'un jour j'aurais l'occasion de me poser sur l'autoroute à 11 et de la fermer complètement pendant 2 heures pour secourir une personne dans un accident de voiture. Souvent, on a des bouchons, on se demande pourquoi. Parfois, il peut y avoir un accident avec une bretelle de déviation. Bah, c'est souvent, ça peut être en tout cas le cas, parce qu'un hélicoptère est posé sur une autoroute. Donc, ça peut être posé sur une autoroute. Je me souviens très bien m'être posé sur le parking d'un cinéma. Tout d'un coup, il y a l'hélicoptère avec le cinéma derrière. Je me suis posé il n'y a pas longtemps dans un parc pour enfants où la zone était très très exiguë au bord de l'heure. On se pose vraiment dans des endroits un peu atypiques et c'est passionnant. Voilà. Ça, c'est les primaires. D'accord. Donc, vous vous posez dans des endroits atypiques. Est-ce que vous avez le temps de préparer ou entre le temps qu'on vous appelle et le temps que vous décollez, il se passe combien de temps? Alors déjà, on a des obligations réglementaires, à savoir que Ouais.
il faut qu'on soit airborne en 20 minutes, il faut qu'on ait décollé dans les 20 minutes. Et 2 jours, on a 10 minutes pour décoller maximum. Euh, Ça demande. L'idée, c'est que dès qu'on vous appelle, moi, je fonce en régulation pour un primaire, par exemple, et je vais vite. Alors, on court pas parce que on marche rapidement, je dirais, pour éviter que ça se passe pas bien. Donc, on marche très rapidement. Je monte en régulation. Je vais voir l'assistante ou l'assistant médical de régulation qui nous dit voilà, ça se situe sur telle commune. Eux, ils ont déjà un peu regardé. Ils me suggèrent des choses, par exemple, parfois, bah, ils me disent bah là, il y a un stade. Et puis moi, je dis, ah, ok, le stade, là, c'est pas mal, mais t'as vu, là, je pense que dans le champ juste en face de la maison, ça pose aussi. Et donc, on se met un peu d'accord très, très rapidement. On me donne les coordonnées GPS, je les rentre dans le plan de vol d'exploitation. Comme ça, j'ai un papier avec une route, un cap, un temps. En même temps, je les donne à mon assistant de vol qui s'en servira pour programmer un des 2 GPS de notre avion de chasse, là. Et je dirais en 4 minutes, comme on avait déjà regardé le météo, NOTAM, les zones, tout ça, en ouais, 4-5 minutes, on peut être prêt au décollage. Voilà. D'accord. Ça prend juste un tout petit peu plus de temps sur le premier vol du matin parce qu'on fait des tests sur la machine comme le test PA, différents tests qui prennent, allez, je dirais 2 minutes de plus. Mais sinon, on décolle très rapidement. Voilà. D'accord. Et l'hélicoptère, il vole à quelle vitesse pour arriver rapidement Alors, cette machine-là, elle est incroyable. Mais quand je dis incroyable, j'ai piloté du R22 au 135 T2+, mais le H145 D3, c'est une machine qui est totalement folle. Elle est incroyablement équipée, elle a un pilote automatique 4 axes, elle a le système Helionix qui sont des grands écrans avec des simplifications d'indications, il y a la climatisation, il y a un phare orientable, il y a des phares, il y a une rampe light sous l'hélicoptère pour se poser de nuit, il y a de la place, c'est une machine qui pèse 3 tonnes 8 et qui croise pour répondre à ta question. Quand ça va bien, vers 135 nœuds, ça marche bien. Voilà. Manière très simple. super. Quand on décolle, une fois qu'on est au cap, on active le PA, c'est une consigne compagnie, on vole au PA automatique et on tourne l'IAS, l'Instrument Airspeed, à fond. C'est-à-dire qu'on met la mallette à fond. Du coup, l'hélicoptère, il va prendre la vitesse maximale qu'il peut en fonction de la puissance nécessaire avec des marges de sécurité. C'est-à-dire que, voilà, nous, on lui dit, voilà, on veut aller là, on y va le plus vite possible, sur la route la plus directe, et on y va. Voilà. C'est formidable, Ouais. vraiment formidable. Alors, une autre question. Quand vous êtes appelé, tu dis que tu vas le plus vite au régule. Est-ce que tu as une idée du patient? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai toujours entendu dire qu'il faut chacun son rôle et toi, en tant que pilote, on ne veut pas t'influencer sur la mission. Alors, en fait, tu as entièrement raison. On doit pas savoir, enfin, on doit pas savoir. En fait, il y a 2 choses. Il y a l'aspect réglementaire technique, qui dit que, nous, on fait du transport, grosso modo, le patient, si tout d'un coup on n'a pas les minima météorologiques, ça peut être la petite fille la plus ravissante du monde qui a un bras arraché. Je vais pas mettre dans la panade 4 personnes, risquer d'être planté en campagne alors qu'une ambulance aurait fait le job. Ça, c'est sur le papier. Il est vrai que déjà on veut savoir sur quoi on parle et je peux te raconter une belle histoire par rapport à ça. On Euh, veut bien. et il est vrai qu'on est aussi des êtres humains et qu'on est obligatoirement influençable par rapport aux patients. Même si on ne doit pas l'être, et j'insiste bien là-dessus, on est des êtres humains et c'est sûr que si on te dit c'est ton petit frère, bah, tu vas peut-être avoir tendance à y aller alors qu'il ne faudrait pas, mais tu es un être humain et on n'y peut rien. Heureusement, il y a le MEDEX qui met des barrières pour ça. Je me souviens d'une mission où il y a un médecin qui me dit Édouard, il faut qu'on aille très rapidement à Chartres pour récupérer un patient qui a une dissection aortique. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Je commençais au SAMU. Je dis ok, bon, alors je prends l'hélicoptère, je dis au TCM, vas-y, il faut qu'on se magne, Chadil, mais enfin le médecin m'a dit il fallait qu'on y aille vite, donc on y va vite. Euh, on fonce à Chartres, le patient était déjà au pied de la DZ avec une femme, il s'avère que sa femme était infirmière à Chartres. Et lui, le patient ne savait pas ce qu'il avait. Mais sa femme savait très très bien ce qu'il avait, et le médecin de l'hélicoptère savait très bien ce qu'il avait. En fait, une dissection aortique, ça veut dire que c'est l'aorte qui est près du cœur qui peut se disséquer, et on peut mourir instantanément si elle n'est pas traitée rapidement. Donc,
Le médecin au décollage de Chartres me dit Edouard, je compte sur toi, vas-y, fonce. Ok, je dis ok, on part rapidement de Chartres pour aller à la Pitié-Salpêtrière. Et là, je contacte Toussus, je leur dis voilà, j'ai une urgence vitale à bord, j'aimerais la route la plus directe possible, s'il vous plaît. Toussus me dit je vous rappelle, ils ont contacté Villacoublay, Orly, l'héliport de Paris, ils m'ont autorisé une route directe. C'est-à-dire que le liner d'Orly qui doit partir à Marrakech pour ses vacances, il va attendre un peu, parce que la personne que j'ai à bord, elle est vraiment urgente, quoi. Elle est en état, voilà. On fonce à la Salpêtrière, je dépose le patient, qui se retrouve au bloc opératoire 6 minutes après. Je le sais parce que j'ai revu son épouse et je te vais te raconter après. Et le type, au moment où on lui ouvre le thorax pour l'opérer, fait sa dissection. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parfait, il dissèque au bloc et du coup, il est pris en charge. Je rentre, le médecin me remercie 1000 fois, moi j'ai pas trop compris pourquoi parce que je savais pas ce que c'était. Et je retourne à Chartres un mois plus tard et je tombe sur cette infirmière qui me dit ah bonjour, je me souviens de vous. Je dis ah bon, enchanté. Elle me dit oui, vous avez transporté mon mari qui a fait une dissection et vous lui avez sauvé la vie. Alors je dis bah non, 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 moi je suis juste pilote d'hélicoptère, j'ai sauvé la vie de personne. C'est le médecin qui dit non, non, mais en fait ça s'est joué à 4 minutes près et comme vous avez été rapide, c'est vous qui avez fait la différence. D'ailleurs, quittez pas, je vous le passe. Alors moi je dis non, mais... et puis elle prend son téléphone, elle appelle son mari et me le passe au téléphone. J'étais totalement pris au dépourvu. Et le type, une soixantaine d'années en larmes, me remerciant, alors que j'avais juste fait mon job du mieux que je pouvais, quoi, vraiment modestement, sans quoi que ce soit. Et puis le type me dit, bah maintenant, à cause de vous, je la supporte encore pendant 30 ans. Voilà, il ironisait un peu sur la situation. Il me dit qu'il est encore un petit peu fatigué, mais que sa rééducation se passe bien. Et grâce à l'hélicoptère, en tout cas, moi je dis plutôt l'équipe médicale, mais lui dit l'hélicoptère, il a été sauvé. Quoi. C'est des histoires qui sont sympas et qui donnent beaucoup de sens à notre métier. Voilà. Incroyable. Ouais, Ouais. super. C'est vraiment incroyable. Très belle histoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de faire partie de cette équipe? Tu parles de cette équipe, c'est toute une équipe, c'est tout un ensemble. Toi, tu fais partie de cette équipe. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, en fait, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il y a trois axes et je voyais pas les choses comme ça. Moi, au début, je pensais que le mieux, ce serait l'hélicoptère. Qu'après, ce serait les missions. Et enfin, ce serait le travail d'équipe. Et en fait, pas du tout, c'est l'inverse. Ce qui me plaît le plus, c'est de travailler avec des hommes et des femmes, qui soient médicaux ou non médicaux, qui sont des gens passionnés et vraiment incroyables. J'ai vu des infirmières et des infirmiers avec un dévouement inimaginable, des médecins, enfin, se bagarrer pour trouver des places pour des patients, mais vraiment, le côté humain de ce job est dingue. Et il y a un autre truc qui est super, c'est de bosser avec des TCM. Pour pas le citer, là, il y a un TCM à Dreux là, qui s'appelle Rudy. C'est une crème, c'est vraiment, c'est du caviar, quoi. C'est vraiment du caviar. Et moi, je pensais que ça passerait un peu au troisième plan, mais en fait, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, c'est travailler avec ces gens-là. Après, les missions dont on a parlé, les vols primaires, les vols secondaires, c'est sûr que quand tout d'un coup tu vas te poser 2 nuits à Rouen pendant l'armada et que tu as tous les bateaux illuminés, et que tu es là, tu déposes un patient, qu'il est 2 heures du matin, enfin c'est complètement. Les missions, elles sont folles. On m'avait dit tu vas t'ennuyer en SAMU, et j'avais peur parce que j'avais fait tellement de choses dans ma carrière. Je me dit ouais, tu vas t'ennuyer. Je m'ennuie pas du tout, hein. T'as pas le temps de t'ennuyer et vraiment c'est passionnant. Et enfin, la machine dont on a parlé, là, le 145 D3 et le D2 d'ailleurs, c'est deux machines qui sont. C'est des machines dites complexes de dernière génération, c'est le top du top. Donc, voilà un peu les trois axes qui me plaisent, l'axe humain, la mission et l'outil de travail qui sont vraiment sympas. Et les équipes, je leur mets vraiment. Je mets un point d'honneur sur ces gens-là qui sont fabuleux. Quoi, voilà. Ouais. Donc mais c'est vraiment un travail d'équipe. Si on peut pas travailler ensemble, ça se passera pas aussi bien. Ouais, c'est vrai. Et je me souviens, j'ai eu des vols, j'ai eu un vol compliqué où tout d'un coup on sent que le TCM il est vraiment indispensable à la mission. Les assistants de vol ont souvent été critiqués au début, on disait ouais c'est juste du poids dans l'hélicoptère. Pas du tout, c'est une aide fabuleuse, c'est des gens qui sont passionnés d'aéronautique, qui gagnent pas très bien leur vie et qui font ça vraiment. Enfin, ils font tellement de choses pour nous, c'est génial, c'est un vrai travail. Le pilote, le TCM, le médecin, l'infirmier. C'est vraiment, ça doit être un quatuor comme dans un orchestre en fait. Voilà. Alors, Edouard, si tu pouvais faire marche arrière et voir le tout petit Edouard de 12 ans, tu dirais quoi aujourd'hui? Euh,
C'est une bonne question à laquelle je réfléchis pas mal en ce moment. À l'école, on m'a un peu, moi j'ai toujours voulu être pilote et on m'a un peu dit que j'en avais pas les capacités quand j'étais jeune. Euh, donc déjà, ce que je ferais, j'écouterais pas ça. Et, euh, et je pense que j'aurais essayé de comme quoi que j'ai une belle carrière dans l'audiovisuel. En fait, je referais un peu la même chose. Non, si sur Eli Horizon, il y a un truc que je referais pas. J'ai travaillé tous les jours pendant 10 ans, du lundi au dimanche, sans m'arrêter. Ça faisait beaucoup, ça fait 3650 jours sans s'arrêter de travailler, sauf 3 où j'étais malade. Donc 3150 moins 3 là. Ça, c'était trop. Et, euh, et du coup, je travaillerai un peu moins. Et le SAMU m'a apporté un peu de maturité et permis de relativiser beaucoup de choses par rapport à mes expériences professionnelles antérieures et sociales et familiales et plein de choses. Il y a beaucoup de choses que je relativise beaucoup plus maintenant, mais j'avais pas peut-être pas la maturité ou l'expérience à l'époque. Et je pense que je relativiserai beaucoup de choses davantage. Ouais, voilà. Je relativiserai D'accord. plus. Ouais. Je dirais, mon gars, relativise, continue, fonce, mais voilà. Voilà ce que je Ok. ferais. Écoute pas trop les autres, fonce fais Ouais, ce qui te voilà, ouais, plaît. ouais, D'accord. exactement, ouais. Ok. Et là, tu as la plateforme, tu peux t'adresser aux jeunes aujourd'hui, des jeunes de 12, 13, 14 ans qui rêvent d'être pilotes. Quels conseils tu leur donnes? Être pilote, euh, tu sais, je pense que c'est une vraie passion. Je suis rentré de vacances là il y a 3 jours du Maroc et j'ai demandé à l'équipage si on pouvait aller dans le cockpit avec mon fils qui a 12 ans. On a été dans le cockpit. Il avait des yeux qui brillaient, mais je crois que j'avais les yeux qui brillaient autant que lui. On a eu une super discussion avec le capitaine, le copilote, et en plus, il a pu faire l'atterrissage à Orly dans le cockpit. C'était incroyable. Je suis sorti de là, il y avait un stew qui était passionné d'aéronautique, qui était spotter. Et je lui ai dit, écoute, tu as 26 ans, tu es passionné d'aéronautique, tu connais le monde de l'aérien, mais tu devrais être dans le cockpit pour être pilote. Vas-y, fonce. En fait, il faut pas hésiter. C'est un métier de passion qui est extraordinaire et qui est en pleine mutation. Il faut y aller maintenant, en fait. Attends, hop là, pardon. Il faut y aller maintenant. Il n'y a pas à hésiter. En fait, il faut y aller pour pas regretter. Voilà, il faut vraiment y aller. J'ai une copine qui s'appelle Mélanie Ast, qui est pilote de voltige, qui en parle beaucoup mieux que moi. Je vous conseille de regarder un peu ce qu'elle dit. Elle parle de la volonté et de son parcours. Elle a commencé dans une station-service et aujourd'hui, elle fait les Red Bull Race. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait? Elle rêvait de ça et elle avait beaucoup de volonté. Elle dit, vous avez un rêve, allez déjà sur le chemin de votre rêve et si vous avez la volonté, vous l'atteindrez. Je suis hyper d'accord avec ça. Si vous avez envie de devenir pilote d'hélicoptère, il faut y aller. Il y a un petit jeune là qui s'appelle Vincent que je suis là, qui est en train de passer un CPLH là. Je l'aide, je le motive vraiment. Il veut y aller, il faut qu'il y aille, il y arrivera parce que voilà. Donc si vous voulez devenir pilote, surtout n'hésitez pas, allez-y. Dans le pire des cas, vous n'y arriverez pas, mais si vous avez de la volonté, je pense que vous y arriverez. Et dans le meilleur des cas, vous réaliserez votre rêve. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux, quoi? C'est voilà. Moi aujourd'hui, j'ai quelques heures de vol, je crois à peu près 7000 heures d'hélicoptère. Je ne regrette pas une seconde d'avoir suivi cette route. Il faut vraiment, vraiment y aller. La partie théorique n'est pas facile, mais avec un peu de travail, un peu de volonté, et on peut se faire aider aussi, on y arrive. Et une fois qu'on a fait ça, bah, c'est que du bonheur. Et puis c'est pas à toi que je vais dire ça, qui est pilote hélico. Voilà. C'est parfait. Euh, je pense que c'est vraiment, c'est très beau ce que tu dis, Edouard. C'est vrai? Ah, Ouais, ouais, c'est vraiment top. Donc, je suis très, très contente et un énorme merci d'avoir pris de ton temps pour être avec nous. Euh, pour ceux qui souhaitent, parce que là, tu as partagé pas mal, une petite partie de ta vie aujourd'hui, mais pour ceux qui souhaitent te suivre, parce que je sais que tu es assez actif sur les réseaux sociaux, on peut te trouver comment? Parce que tu donnes toujours des petits morceaux qui sont très pimentés, qu'on aime bien suivre. Alors, pour les gens qui veulent en faire leur métier ou avoir l'idée d'une carrière professionnelle, ils peuvent me trouver facilement sur LinkedIn. Pour les gens juste qui veulent se marrer en voyant de belles images ou des petits récits, des belles images, ils peuvent me suivre sur Instagram. J'ai un Insta, c'est aide-maître. Voilà. Vous me demandez, je vous accepte sans problème et je mets des petites vidéos rigolotes de vol, de choses sympas.
toujours en respectant le secret médical, bien sûr, mais des petits vols sympas, des petites choses un peu rigolotes, quoi. Voilà, n'hésitez pas. Des petites anecdotes. Ok, on mettra des liens dans le Ouais, descriptif, comme ça on peut te trouver, on peut te suivre. C'est voilà. super, c'est super. Merci encore, Edouard, c'était vraiment top. Ouais, bah écoute, j'étais enchanté, j'espère que ça aidera. Il y a un truc qui est important de dire pour conclure, c'est qu'en ce moment, le monde de l'hélicoptère, ce qui n'a pas toujours été le cas, embauche énormément. On manque de pilotes, ce qui est assez rare. Je pensais pas qu'un jour on manquerait de pilotes dans le monde de l'hélicoptère, surtout quand on a vu que c'était difficile de commencer. Mais aujourd'hui, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Donc, si justement vous aviez envie de devenir pilote, bah, c'est peut-être le moment de se lancer, quoi. Voilà. Super. Ok. Merci, Edouard.